Salut YouTube, bienvenue dans cette rediffusion, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le jeudi 5 février, déjà février, ça avance vite, 2026 ne s'arrête pas. Et aujourd'hui, je te propose qu'on s'intéresse à un sujet de sciences humaines, un peu pour changer, parce que c'est vrai que sur cette chaîne, on est quand même plutôt des sciences nat, sciences exactes, sciences dures, tu le dis un petit peu comme tu veux YouTube. Une fois n'est pas coutume, mais j'aimerais en réalité en faire plus souvent, essayer de parler un peu plus de sciences humaines et sociales, un peu plus de SHS comme on le dit dans le milieu. C'est un article du CNRS, ou plus précisément le CNRS, le journal, qui est un média à destination plutôt du grand public, pour essayer de savoir quelles sont les dernières recherches que nos amis les scientos font. Et ici, ce qui est mis en avant, c'est un rapport, un article qui a été publié il n'y a pas si longtemps que ça par Thibaut Isambourg, et un chercheur qui s'intéresse à la mobilité, mais pas la mobilité de n'importe qui, la mobilité des collégiens et des collégiennes. Pourquoi s'intéresser à la mobilité dans un monde comme le nôtre? Eh bien pour plusieurs raisons. Déjà pour des raisons de santé, parce qu'on va en parler, mais la sédentarité fait partie des grands fléaux de ce monde d'une part, et aussi et surtout pour des raisons écologique d'émissions de CO2, puisque vous le savez, toutes les formes de mobilité n'émettent pas autant de CO2 les unes que les autres. Vous allez le voir, il va y avoir aussi une distinction à faire entre tous ces différents déplacements possibles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, n'y a-t-il pas des disparités au sein des collégiens-collégiennes sur la manière dont ils ont à se déplacer, des disparités qui ne vont pas dépendre seulement de la distance parcourue, mais aussi et surtout de d'autres facteurs socio-économiques, comme vous allez le voir, et c'est super intéressant parce que ça met en lumière certains phénomènes de société pour éventuellement après porter des programmes politiques pour les corriger, les changer, les modifier, afin bien sûr à la fois d'améliorer la santé de tous et de toutes, on rappelle le problème de la sédentarité, et aussi contribuer à un impact écologique moins important. Voilà, pour le résumé un peu grossier de la thématique que je vais aborder dans une poignée de secondes. Et bonjour à tous ceux et celles qui viennent d'arriver. Je te rappelle YouTube que tu peux venir en live du mercredi au dimanche matin. Je fais des émissions, donc n'hésite pas à venir passer sur Twitch, twitch.tv/toussecomprend. Sinon, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire si tu apprécies le contenu pour soutenir et augmenter ma visibilité. Est-ce que j'ai déjà lu l'article? Oui, bien sûr. Les articles que je vous propose en rediffusion, c'est des articles que j'ai déjà lus. Et donc, pour aller plus vite et pour pouvoir vous donner l'essence de ce qui est important, pour pas trop s'attarder sur tous les détails de l'article, mais juste reprendre les grands sujets qui sont avancés. Voilà. Alors, c'est une étude qui a été menée il y a quelques mois en réalité, mais qui se base sur des données qui datent de 2019-2020. C'est un chercheur qui travaille depuis longtemps sur la thématique de la mobilité, donc je rappelle son nom, c'est Thibaut Isambourg, et lui-même a commencé à travailler sur les thématiques quand il était en master, et il a après continué même dans son sujet de thèse. Ça consiste en quoi, son étude? C'est 77 000 collégiens girondins. Donc c'est seulement dans le département de la Gironde que l'étude a été réalisée, d'accord? Alors voilà, on peut discuter de la représentativité de la Gironde à l'échelle de la France, mais voilà, c'est quand même une première étude d'ampleur de ce genre qui a été réalisée et qui, vous allez le voir, donne quand même des résultats déjà intéressants. Donc la première chose qui a été représentée, qui a été, on va dire, étudiée, ça va être la disparité dans les moyens de transport utilisés chez les collégiens et les collégiennes. Je rappelle que donc, quand on dit collégien, collégienne, c'est pas précisé par l'article, mais je suis allé voir la source primaire. Il s'agit d'étudier les personnes en question ont l'âge entre 11 et 15 ans. Vous allez le voir, c'est important aussi pour comprendre l'effet de l'âge sur la mobilité qu'on verra un peu après. Donc voilà, les personnes interrogées sont entre 11 et 15 ans et on leur a demandé comment vous vous déplacez, comment vous faites pour aller au collège. Donc ça va être ça, le trajet étudié, c'est le trajet domicile-collège. Et donc on leur demande à ces petits jeunes, on leur demande comment vous faites pour aller à l'école, quoi, grosso modo. Et donc vous avez cette représentation-là qui vous donne en pourcentage
les moyens de transport utilisés. Sachant que alors là, vous avez 3 histos par moyen de transport. Le premier histo qui est en violet foncé, c'est ce qu'ils appellent la part modale. Donc c'est en pourcentage la fraction de collégiens qui utilisent tel ou tel transport. Par exemple, on remarque, et ça je vais reprendre ce qui est dit dans l'article, on remarque que les collégiens 40% des collégiens se déplacent en transport en commun. Donc ça va comprendre le bus, le car, le tramway. 40 autres pourcents utilisent plutôt les moyens qu'on dit actifs. Alors ça va être quoi? Ça va être la marche, le trottinette, le vélo ou même un truc qui s'appelle la glisse. Alors vous le voyez pas, là il y a Bibout qui est derrière. Mais il y a un truc qui s'appelle la glisse. Je sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que le collégien doit probablement vivre en hauteur et se laisser glisser comme ça. En fait, il roule. Le collégien se met en haut d'une colline et roule jusqu'au collège. Je pense que c'est ça. Non, à mon avis, ça doit être le skateboard, non? C'est quoi la glisse? Question premier degré pour le chat. Ça serait intéressant. Je sais pas. Mais je pense que c'est le skate, à mon avis. Ouais, ou peut-être c'est les chaussures qui roulent, ouais. Chaussures qui roulent n'amassent pas mousse, bien sûr. Bref, en tout cas, la glisse, ça fait partie des moyens de transport dits actifs, avec la marche, la trottinette et le vélo. Pourquoi actif? Parce qu'en fait, la personne en question, utilise ses muscles pour se propulser lui-même d'une manière ou d'une autre. Là, lui joue le ski 100%. Peut-être, hein. Peut-être, je sais pas. Il y a de la neige en Gironde, je sais même pas où c'est la Gironde en France. Hein. Je suis nul en géographie, ne me posez pas de questions s'il vous plaît. Et donc voilà, 40%, je rappelle, 40% des déplacements en transport en commun, 40% en mode actif, et du coup il reste 20% bien sûr, parce que tout ça, ça fait 80. Les 20% restants, c'est les véhicules personnels, 2 roues motorisées ou voitures conduites par les parents. Voilà, les 2 roues, ils peuvent avoir des collégiens qui se déplacent en 2 roues, ou alors ils peuvent être accompagnés par leurs parents en voiture. Donc voilà, c'est plutôt, on va dire, les moyens motorisés individuels, personnels, ils disent personnels, mais on peut dire individuels, c'est la minorité des déplacements, puisque ça représente que 20%. La voiture est donc le mode de transport minoritaire, mais elle représente 42% des gaz à effet de serre. Alors j'aurais pensé plus, mais en fait, ce qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, c'est le bus et le car aussi. En fait, donc là on peut reprendre cet histogramme si vous le voulez bien, parmi les sources qui émettent le plus de gaz à effet de serre, c'est indiqué en jaune en barre d'histo, ça va être le bus et le car qui vont émettre le plus, à 58%. Après vous allez avoir la voiture qui est à 42%, et après le reste ça n'émet pas ou très très peu de gaz à effet de serre. Le tram 0,2%, bon bref c'est que dalle quoi. Donc le bus et le car qui restent les principaux. Alors même si le bus et le car est employé à 40%, ça reste, ce qui est quand même pas mal, ça reste le moyen qui émet le plus de gaz à effet de serre, ce qui m'a un peu étonné parce que je me suis dit tiens, le bus et le car d'habitude, comme ils sont nombreux, les collégiens qui sont dans les bus et cars, ça devrait diminuer leur contribution. En fait, je me demande si c'est pas en absolu le truc. Il y a aussi, alors même si c'est en absolu, même si c'est en relatif, même si j'aurais une idée pourquoi le bus et le car ça émet beaucoup, c'est aussi peut-être et surtout parce que le bus et le car fait peut-être plus de kilomètres, comme on peut le voir ici sur l'histogramme je vais y arriver, sur l'histogramme en rose, sur les barres d'histogramme en rose, c'est la part modale kilométrique, c'est-à-dire, c'est comme la part modale, c'est-à-dire la fraction d'étudiants, la fraction de collégiens qui utilisent ce moyen de transport, mais c'est normalisé au kilomètre. Et en fait, on se rend compte que le bus et le car a la plus grande part modale kilométrique, donc c'est 64%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils parcourent beaucoup de kilomètres. Le plus grand, en gros, on utilise... Quand on a beaucoup de kilomètres à parcourir, préférentiellement le bus et le car, quoi. Donc s'il y a beaucoup de kilomètres parcourus en bus et car, c'est pour ça que c'est ces éléments-là qui émettent le plus de CO2 en fait finalement. Parce que même si le bus et le car, on va dire, ça amortit
les émissions de gaz à effet de serre, puisqu'il y a plusieurs personnes qui prennent le bus et le car, bah en fait c'est quand même le bus et le car qui émettent beaucoup de CO2. Pourquoi? Parce que c'est eux dont on se sert pour parcourir le plus de kilomètres. D'accord? Voilà. Salut skate et roller probablement. Dans la Manche, il y a aussi le festival de la glisse. Bah voilà, ça expliquerait beaucoup de choses. Bon, en tout cas, voilà, vous avez une petite idée de la distribution des moyens de transport utilisés et de leur contribution aux gaz à effet de serre. Voilà. Donc l'objectif après, sachant ça, ça va être de voir comment on peut faire en sorte que les collégiens soient encouragés à utiliser au maximum les mobilités plus douces, entre guillemets, et contribuent le moins au gaz à effet de serre. En fait, le double avantage de la mobilité douce ou la mobilité qu'on dit active, en fait, c'est encore une fois pour des raisons sanitaires par rapport à la lutte contre la sédentarité et aussi pour diminuer la contribution des gaz à effet de serre. Et les déplacements à pied versus à vélo, alors ça j'ai pas le détail, pour le coup il faudrait aller voir la source primaire pour aller plus précisément à savoir à partir de quand, combien de kilomètres sont parcourus sur ça. En vrai je dis ça et pourtant là j'ai les infos sur la part modale kilométrique. Donc j'ai l'impression que le vélo est plus important, forcément parce que on se met à utiliser le vélo quand la distance en kilomètres devient plus importante, ce qui est assez intuitif. À chaque fois que je retourne en arrière, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Du coup, faut plus prendre le bus ou alors faut privilégier le bus, j'ai pas compris. En fait, même si, à mon avis, même si le bus et le car sont les moyens de transport qui émettent le plus de CO2 dans leur étude en absolu, ça reste, à mon avis, ça reste le moyen à privilégier. Parce que si tu prends la voiture, tu vas faire le même kilomètre en fait. Donc tu vas émettre tout autant. Et en fait, comme la voiture est individuelle, finalement, tes émissions à toi ne vont pas être réduites par les émissions des autres qu'il y a dans le bus. Pour le dire autrement, quand tu prends le bus et le car, vous êtes plusieurs collégiens à le prendre. Et donc, une même émission de bus et de car va être quelque part compensé par le fait que ça transporte plusieurs collégiens et collégiennes en même temps. Alors qu'encore une fois, la voiture, comme elle est individuelle, en fait, ça va être que ton émission à toi et celle en fait de ton parent qui t'accompagne. Voilà, donc ça reste toujours mieux. Faut pas, peut-être je vous ai confusionné là-dessus, mais ça reste mieux de prendre le bus et le car que la voiture. Pourquoi le bus et le car émettent plus? Encore une fois, c'est parce que le trajet qui est fait en bus et en car est plus important que le trajet qui est fait en voiture. Parce que, en fait, ceux qui prennent le bus et le car sont quand même très très loin de leur zone de... Comment on appelle ça? On sont très très loin, sont très éloignés, la distance entre leur domicile et le collège. Voilà. Il y avait besoin d'une étude pour prouver que les transports en commun polluent moins. Non, mais attends, c'est pas fini. L'étude n'est pas finie. Là, ça, ce n'est que le paysage global des différentes manières de transport. Là, moi, je vous fais... Bien sûr que c'est pas... L'étude ne montre pas ça. L'étude ne montre pas ça. Je vais vous montrer dans un instant les résultats de l'étude qui, justement, met en évidence des liens socio-économiques et des différences dans les moyens de transport. Ce que l'étude déjà fait dans un premier temps, c'est juste d'avoir une idée globale de ce qu'utilisent les collégiens en matière de transport et quelle est la part de contribution en gaz à effet de serre de chacun d'entre eux. Voilà, déjà c'est la première chose, c'est ce que je viens d'expliquer jusqu'à maintenant. Maintenant, et c'est là où c'est super intéressant, c'est là où ça va plus loin et que ça permet de discuter sur des sujets de société de fond, c'est... Y a-t-il des disparités dans le profil du collégien, donc disparités, on va dire, des différences au niveau du statut socio-économique du collégien qui expliqueraient pourquoi il privilégie tel ou tel moyen de transport? Ah oui, Arcator, t'as vraiment pas suivi, si, parce que les collégiens, j'ai répété 40 000 fois que c'était eux. Et merci à Kaozu Sama pour le follow. Voilà, donc ce qu'a fait Thibaut Isambourg,
c'est de prendre en compte ce qu'il appelle des variables socio-économiques. Ça va être par exemple, parmi ces variables, il y a la densité de la zone habitée, donc c'est-à-dire le nombre de populations au mètre carré. C'est-à-dire si la personne habite dans une zone qui est connue pour être densément peuplée ou pas. Ça, c'est une des variables. Une autre variable, ça va être le niveau de vie. Est-ce que la personne vit plutôt dans un environnement défavorisé au niveau économique? Ça va être aussi le genre. Vous allez le voir, il y a quelque chose de relativement de très intéressant qui va être mis en évidence avec le genre. Et c'est à peu près tout. Non, il y a aussi l'âge. Il y a aussi l'âge, vous allez le voir. L'âge, parce qu'on rappelle que les collégiens qui ont été sondés sont entre 11 et 15 ans. Et donc, on peut aussi étudier en fonction de l'âge du collégien s'il y a une préférence pour l'un ou l'autre des moyens de transport. Mais déjà, sur le genre, quelque chose de très intéressant, les garçons émettent moins de CO2 que les filles. Et ouais, qui l'eût cru? Les garçons sont moins émetteurs. En vrai, l'explication est assez simple. Alors même que la distance parcourue, en moyenne, est la même. Hein. C'est parce que les gens pourraient se dire « Ah, mais c'est parce qu'il y a plus de distance. » Non, en moyenne, la distance parcourue est la même. En fait, ce phénomène s'explique simplement par le fait qu'il y a une beaucoup plus grande proportion de filles qui sont accompagnées en voiture. Au détriment des modes de transport actifs qui, je le rappelle, sont le vélo, la marche et compagnie. Donc c'est quoi? Ça montre qu'en fait, les parents sont beaucoup plus protecteurs envers leurs filles parce que, bien sûr, ils ont peur des agressions, du harcèlement, etc. Ce genre de phénomène qui existe, hein, qui arrive et qui existe encore, qui est bien documenté aujourd'hui. Donc, pour des raisons de protection, on va dire, de son enfant, les parents vont préférer amener leur fille en voiture. Donc, ce qui explique le fait que, à cause de ça, les émissions, on va dire qu'on peut imputer aux filles, sont plus élevées que celles des garçons. Donc voilà, ça n'incite pas les parents à laisser leurs filles se rendre à pied dans leur établissement scolaire. Donc le genre est très bien marqué. On a 35% d'émissions en plus de CO2 chez les filles que chez les garçons, donc c'est vraiment pas négligeable. En ce qui concerne les quartiers défavorisés par rapport aux quartiers moins défavorisés, on dirait, il n'y a pas beaucoup de changements d'émissions de gaz à effet de serre, c'est relativement la même chose. Il y a quand même une spécificité, c'est le kilomètre, les kilomètres, la distance à parcourir. Dans les quartiers populaires qui sont généralement plus loin du collège, et ben forcément, comme la distance est plus longue, et ben ça va demander aux collégiens de parcourir plus de distance, mais cette distance plus longue à parcourir ne va pas avoir d'effet significatif dans les différences d'émissions de gaz à effet de serre. On pourrait se dire intuitivement que comme ils sont plus loin, ils vont émettre plus de CO2, mais en fait non, pas vraiment, parce que à mon avis, dans les quartiers populaires, ils se sont adaptés soit en prenant le vélo, soit en prenant les transports en commun, mais qui du coup sont quelque part amortis. La contribution au CO2 est amortie par le fait que ça prend plusieurs personnes en même temps, quoi. Et salut Red Pomme, salut Elic Knights et Nepka. Quand t'as un chauffeur perso et qui conduit Bentley, tu t'en tapes de tes émissions. C'est vrai. Ils ont aussi regardé l'âge sur la mobilité. Alors là, ils n'ont pas donné d'explication à proprement parler, mais on peut en discuter dans le chat si ça vous intéresse. C'est le fait que chaque année qui croît, donc de 11 à 15 ans, à chaque fois que le collégien gagne une année, ça va augmenter de 18% les chances qu'il utilise un mode actif plutôt que le véhicule particulier. En gros, plus vous vieillissez dans vos années collège, quand vous passez, plus vous vieillissez de 11 à 15 ans, plus vous avez de chances de passer de la voiture au vélo,
ou à la marche éventuellement. Alors peut-être intuitivement, ils n'ont pas donné d'explication pour ça, mais je me dis que peut-être ça viendrait du fait que la première année, t'es plus jeune, t'es plus vulnérable, les parents sont plus protecteurs, ils vont venir te chercher à l'école, etc. Et après, le plus tu grandis, entre 11 et 15 ans, et le plus, quelque part, les parents lâchent du lest et se disent, bon, voilà, le collège, ils connaissent, c'est à côté, voilà, ils peuvent faire le truc en vélo, bon, bref. Voilà, le gain d'indépendance, ouais, le gain d'indépendance. Je pense que ça vient de là. Donc il y a aussi un changement intéressant entre 11 et 15 ans qui se passe, c'est le fait que il y a de la mobilité active qui prend le pas sur les véhicules. Enfin, sur le véhicule particulier en tout cas. Ils disent, alors celle-là c'est une phrase que j'ai pas compris, donc bon, vous me direz dans le chat si vous la comprenez. Toutefois, cet effet est en partie modéré par une distance domicile-collège qui augmente de 2,7% par an à mesure que l'élève grandit. Alors là, ça veut dire que entre 11 et 15 ans, il y a la distance qui augmente de 2,7%. Ce que je comprends pas trop, ce que je comprends, c'est que ça veut dire qu'entre 11 et 15 ans, il y a peut-être des parents qui divorcent et un parent qui habite plus loin d'un coup, ce genre de choses qui va augmenter le fait que, je sais pas, je dis n'importe quoi, le fait que voilà, la distance parcourue augmente. Parce que sinon, je vois pas pourquoi la distance augmenterait entre ces 11 et 15 ans, si ce n'est qu'un parent ou les deux se mettent à déménager et à être plus loin d'un coup. Là, pareil, pas d'explication donnée à proprement parler de pourquoi la distance augmenterait, la distance à parcourir augmenterait de 11 à 15 ans. Ou tu t'es fait virer du collège. Ah oui, c'est peut-être ça aussi. Ouais. Tu t'es fait virer, t'es obligé d'aller dans un collège qui est plus éloigné, donc tu dois parcourir plus. Dans les écoles, il y a moins de classes que dans les collèges, il y a donc plus d'écoles primaires, soit plus proches des domiciles. Des gamins qui choisissent des collèges privés. Ou peut-être ça, ouais, des collèges privés qui sont plus loin du coup. En tout cas, voilà, il y a l'idée que la distance augmente de 2,7% par an. Donc c'est de 11 à 15 ans, donc il faut rajouter 2,7 à chaque année. Enfin, faut faire 2,7% d'augmentation à chaque fois. Bon, bref. Il souligne l'effet de la densité urbaine, donc c'est la densité de population, c'est le nombre d'habitants au mètre carré. Il souligne que voilà, le nombre d'habitants au mètre carré joue un rôle. C'est-à-dire que si vous habitez dans une zone densément peuplée, ça n'a pas le même effet sur votre mobilité que si vous habitez dans une zone à faible densité de population. En gros, si vous êtes dans une zone à forte densité urbaine, bah, ça va réduire la distance à parcourir et augmente fortement les chances d'utiliser des modes alternatifs à l'automobile. Alors je pense que ça c'est dû au fait que si tu es dans une zone densément peuplée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, donc tu as des services publics tu dois avoir un réseau de bus par exemple qui doivent passer donc plus facilement. Donc probablement que tu prends le bus plutôt que de prendre l'auto quoi. Là, ils disent elle réduit les distances à parcourir. Donc moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, ça veut dire que tu es plus proche du collège si tu es dans une zone densément peuplée. Ça veut dire qu'en gros, le collège est plutôt situé dans une zone où il y a pas mal de monde. Et à l'inverse, si tu es dans une zone peu densément peuplée, donc tu es plutôt dans des quartiers périphériques un peu éloignés, donc tu as plus de distance à parcourir. Donc là, ça en dit plus. Ces phrases-là, elles en disent plus finalement sur l'organisation urbaine, en fait, l'organisation des villes, que véritablement sur les émissions de CO2. Mais voilà, ça permet de montrer que voilà, selon dans quel type d'endroit tu habites, bah, tu vas privilégier, tu as plus de chances de privilégier un moyen de transport plutôt qu'un autre. Et donc, c'est encore une fois, mais c'est relativement intuitif, hein, mais voilà, c'est encore une fois dans les zones plus densément peuplées que tu vas retrouver plus d'infrastructures logistiques pour la mobilité, comme le bus et les cars, quoi. Voilà pour les principaux résultats qui concernent l'étude. Et suite à ces résultats-là, le chercheur suggère 2 pistes d'action pour les pouvoirs publics. Déjà, il y a la contrainte sociale qui dissuade les filles d'utiliser les modes actifs. Donc ça permet de mettre en évidence le problème du harcèlement, le problème des agressions que subissent malheureusement, bon, aussi bien les hommes que les filles, hein, mais malheureusement beaucoup plus les filles qui sont, je pense, davantage vulnérables que les garçons au collège.
Et donc ce genre d'étude permet de montrer que à cause de ça, ça a des répercussions sur les modes de transport, donc sur la sédentarité, parce que du coup les filles sont transportées en voiture, donc font moins d'activité physique d'une part, et en plus participent à émettre plus de CO2 d'autre part. Donc il faudrait du coup tacler la cause racine, faire en sorte que les filles se sentent en sécurité, qu'il y ait moins de harcèlement et d'agression, enfin bref, qu'on diminue tout ça pour que petit à petit elles soient moins transportées en voiture. Ça c'est pour les applications politiques. Et enfin, il y a aussi la sédentarité. J'en ai déjà parlé, hein, mais ils expliquent que c'est un problème qu'on a tendance à sous-estimer. Sédentarité qui a tendance à accroître dans les pays occidentaux. Et qui dit sédentarité dit augmentation du risque d'obésité et de maladies associées. En France, on est vraiment mal loti. L'article explique qu'on est classé 119e sur les 146 pays pour le niveau de pratique d'activité physique et sportive chez les adolescents. Donc c'est le ministère de la Santé et de la Solidarité en 2024 qui explique, qui nous montre que la France est vraiment pas un bon élève, sans mauvais jeu de mots, sur les pays qui pratiquent le mieux pour les adolescents des activités physiques, quoi. Pour vous donner un autre exemple, 73% des 11-17 ans n'atteignent pas les standards d'activité physique recommandés par l'OMS. Le standard qui est 60 minutes d'activité d'intensité modérée à soutenue par jour. Donc voilà, en gros, c'est quand même ouf de se dire qu'il y a une très grande majorité, 73%, c'est vraiment pas rien, une très grande majorité d'adolescents qui en fait ne respectent pas le standard de l'OMS pour se maintenir dans une santé qui soit bonne, on va dire. Donc un minimum d'activité physique. Il faudrait voir chez les adultes combien c'est. Après, chez les adultes, il doit y avoir aussi un gros pourcentage, honnêtement, hein. Mais déjà, 73% chez les ados, c'est ouf, hein. Flippant ce chiffre, ouais. Alors qu'on pourrait se dire, on est la France, pays riche, occidentalisé, machin, pas de problème de santé. Non, sédentarité, vrai problème. Il conclut en disant, ça demande du coup des réponses des pouvoirs publics qui soient suffisamment fortes. Et ça rappelle le fait qu'on a eu une convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Place la mobilité, la convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Je savais même pas qu'on a eu ça. Bref, et pendant cette convention citoyenne, ça a discuté de la mobilité et des priorités pour l'instauration d'un plan de mobilité jeune d'envergure pour relever ces défis. J'étais même pas au courant que politiquement il y avait eu ce genre de truc. Mais bon, bref. En tout cas, le sujet de la mobilité chez les jeunes est un vrai sujet en fait. Malgré le fait que pour vous, ça peut paraître être extrêmement précis et peut-être ne vous concernant pas directement. Mais voilà, c'est quelque chose dont on discute dans les pouvoirs publics. Et donc ce genre de rapport s'inscrit complètement, pour reprendre un peu de recul, parce qu'on arrive à la fin de l'article, vous l'avez compris. Ce genre d'étude de la part d'un chercheur en sciences sociales, eh bien, s'inscrit directement dans la démarche, dans la compréhension, on va dire, de l'état de la mobilité chez les collégiens et les collégiennes. Donc c'est vraiment comprendre comment ils se déplacent, encore une fois, et voir là où on peut agir pour non seulement lutter contre la sédentarité, mais aussi contre les émissions de gaz à effet de serre en trop dont on pourrait se passer. Voilà pour cet article. J'espère que vous avez passé un bon moment, les amis. Ça a changé un petit peu des thématiques habituelles sur la chaîne, mais voilà, c'était aussi très très cool de voir comment on peut articuler la science humaine et sociale autour de questions de société qui sont quand même super intéressantes et cruciales finalement pour la santé de nos jeunes. La santé de nos jeunes et finalement notre santé indirectement, hein, parce que les jeunes, c'est aussi ceux qui vont devenir adultes, c'est aussi peut-être vos enfants, donc c'est peut-être indirectement vous, votre santé aussi, qui est en jeu, qui est peut-être à reconsidérer, je ne sais pas. Bref. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cet article, j'espère que ça vous a plu, c'était relativement accessible, je l'espère. Je vous fais des bisous et je vous dis YouTube, je te dis à très bientôt pour une nouvelle rediffusion. N'hésite pas encore une fois à passer
en live du mercredi au dimanche. Dites au revoir à YouTube dans le chat. On va se quitter. N'hésite pas à passer les matins du mercredi au dimanche pour soutenir la chaîne, parler dans le chat, poser tes questions, et puis sinon laisser un like et un commentaire sous la vidéo pour la booster un petit peu. Allez, à bientôt YouTube, et très bonne journée à toi. Ciao, bye bye.